Je suis parti de Paris, et là, je reviens de Lausanne. Avant, j'étais à Montréal. Je suis passé aussi aux Pays-Bas. J'ai pris l'avion pour Toulouse. Et je remonte à Paris, en passant par la Corrèze. J'ai fait la connaissance de Gian, en service de soins palliatifs, au CHU de Lausanne. Il cite Kierkegaard, Benjamin, chez Ipso. Un cabinet médical différent. Eux, ils jouent collectif. Antoine, lui, est pharmacien sur le plateau des 1000 vaches. C'est le gardien des poisons. Quant au docteur Brunet, bluffant, avec son lac de data et l'intelligence artificielle qui va avec. Joss et son réseau de soins infirmiers à domicile aux Pays-Bas. Et enfin Dominique, à la clinique Pasteur de Toulouse. Alors lui, il cite Lacan et l'amour. Donc maintenant que le groupe est formé, que tout le monde est d'accord sur les objectifs, sur les projets, comment est-ce que parce que maintenant, d'un point de vue d'organisation, il va falloir planifier finalement à la fois les projets individuels, les projets collectifs, comment tout ça s'organise? We help them in their own development, and this is different for every team. But what is clear, because it's not anarchy. Quite often people think, well, this is Buurtzorg is completely anarchy. That's not the case. Yeah. There's a clear framework. So the teams and everyone within Buurtzorg knows that there's freedom, but also a lot of responsibility. And it's all within the clear framework. So that's where they operate, and that's where we support the teams in their process. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en créant des zones d'exploitation et des zones d'exploration, donc des zones d'innovation puis des zones de production, qui s'intercroisent, mais en essayant de respecter chacun des deux côtés pour ne pas déstabiliser une organisation dans sa production en mettant trop d'innovation, mais aussi permettre à ceux qui veulent innover d'avoir un espace dans lequel ils peuvent discuter et créer, et puis valider leurs hypothèses, puis ensuite les implanter. Avec notre PDG Fabrice Brunet, on a une grande transformation, une grande transformation organisationnelle qui a séparé le rôle de production, donc les soins et les services qu'on offrait, donc comme orthophoniste, j'ai été soignante, et le rôle de soutien à l'innovation, donc des équipes dédiées à l'innovation et d'autres équipes pour s'assurer de la coordination entre les besoins qui émanent des lignes de production et les équipes dédiées à l'exploration et à l'innovation. Donc c'est là où j'ai eu l'opportunité d'accompagner pendant 4 années de temps des innovateurs sur le terrain qui nous soumettaient des idées, puis j'ai accompagné le cycle de l'innovation. Donc d'une idée jusqu'à sa validation de pertinence, à son développement, à son implantation, sa mesure d'impact et sa valorisation. Et alors, je ne saurais pas l'expliquer vraiment, moi, ce que fait la Fabrique, parce que je sais que bon, c'est des personnes qui ont décidé à un moment donné d'être des soutiens de projets. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui ont des idées les soumettent à la Fabrique. La Fabrique est là pour à la fois accueillir ces idées, aider la personne à la formaliser d'une certaine façon, parce que tu pars d'une idée, mais tu ne sais pas forcément comment concrétiser les choses. Donc le fait qu'on soit quelques-uns avec l'expérience institutionnelle, on dit « Ah ben ouais, tiens, cette idée, elle est chouette, on pourrait le penser comme ci, comme ça ». Et ça se tisse progressivement. Voilà. Et après, il y a des soutiens à la réalisation. Je me souviens quand une collègue avait monté une collecte de jouets pour les enfants. Tous bénévolement, on venait maintenir des permanences. Enfin voilà, c'est un groupe de soutien. À un moment donné, tu as dit on s'assure de la cohérence du projet. Mais la cohérence par rapport à Alors, la cohérence, pas la cohérence au sens... On n'est pas juge, hein, il n'y a pas de jugement porté sur les idées, mais la faisabilité en fait. C'est comment on peut le structurer, comment ça peut tenir, comment on peut s'organiser. Est-ce que véritablement l'idée est... C'est vraiment dans un but de rendre opérationnel quelque chose qui, au départ, peut être une très belle idée, mais si tu peux rien en faire, bon... Parce qu'on a tous des emplois du temps, parce que... Il faut de tout pour faire un monde. Donc, il faut des gens qui explorent, qui sont créatifs, qui implantent puis qui mesurent. Puis il faut des gens qui implantent. Donc, puis moi, je dis souvent, il y a une infirmière un jour qui m'a approchée. Elle m'a vraiment touchée, cette dame-là. Elle m'a approchée, elle m'a dit « Cathy, tu sais, ça fait 3 fois que je t'écoute dans les conférences au CHUM. » Puis elle dit « Mais moi, je veux rester infirmière. » Mais j'ai dit « Ben, reste. » J'ai dit « Tu es une infirmière inspirante. Puis pour être infirmière inspirante, il faut que sans cesse tu te dises « Est-ce que je réponds aux besoins de mes patients? » Puis sinon, je dis « Dans tes 20 dernières années de carrière, tu as introduit des projets d'amélioration continue. » Elle me dit « Oui. » J'ai dit « Tu as fait des projets d'optimisation. » Elle me dit « Oui. »
J'ai dit, t'es venue avec des idées intéressantes qui ont mis... Elle me dit, oui, mais j'ai dit, ben, t'es innovante. Elle me dit, c'est ça que t'entends par l'innovation? J'ai dit, ben oui. Elle dit, ben dans ce cas-là, je suis une innovatrice. Une fois que tout ça, ils ont planifié, ils passent à l'action. Et donc l'aventure, elle a commencé parallèlement au fait que j'avais donc des jeunes qui m'ont apporté leurs nouveautés, qui m'ont apporté le fait qu'eux, ils ne sont pas chacun dans leur coin, ils discutent ensemble, tiens, j'ai tel cas, qu'est-ce que t'en penses, et tout et tout. Bon, et donc ça, tout de suite, ça m'a propulsée dans une autre façon de voir mon métier. Les stagiaires internes de médecine générale qui viennent sur le territoire, eh ben, ils hallucinent de ce qu'on essaye de mettre en place, de ce qu'il y a sur ce terrain, alors qu'on est au fin fond d'une campagne rurale française où tu te dis, mais voilà. Non, alors qu'en fait, non, c'est là où est l'innovation, c'est là où est l'état. Et donc, les jeunes médecins qui sont restés sur le territoire là, ils sont restés justement parce qu'il y avait cette entraide, parce qu'il y avait cet état d'esprit, parce qu'il y avait cette recherche, cette quête à la fois de l'accomplissement à titre personnel, mais aussi ce partage d'objectifs au sein d'un collectif. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit mais c'est parfois difficile de suffisamment communiquer auprès de ses collaborateurs pour donner l'envie d'eux. Mais au final, ça crée un biais de sélection, ça fait un tri. Les gens qui n'adhèrent pas, qui ne veulent pas, bah, ils s'en vont. Par contre, ceux qui viennent, ils viennent pour d'excellentes raisons. Donc ils vont rester et ils vont apporter quelque chose. Et l'idée, c'est de les pousser à ce qu'ils apportent quelque chose. Voilà. Donc au final, ben, les gens sont assez libres. Voilà. Si à un moment donné, ils n'y trouvent plus leur compte, eh ben, ils n'y trouvent plus leur compte. Je respecte ça. Mais l'idée, c'est de créer un environnement, de créer un état d'esprit, un écosystème qui les pousse eux-mêmes à s'améliorer dans l'intérêt du collectif. Peu importe qu'ils soient médecins spécialistes ou aide préparateur. Ça n'a strictement aucune importance. Ce qui m'a le plus plu quand j'étais interne avec Catherine, c'est le fait qu'on communiquait énormément. Alors déjà, communiquer en termes d'échange sur les patients, le compagnonnage, même si les universitaires n'aiment pas trop ce mot-là, mais c'est vraiment, oui, c'est vraiment le fait qu'on n'était pas lâché, pas lâché, on n'était pas un meuble dans la pièce à regarder, à écouter, quoi. Il y avait vraiment un échange. Dès mes premiers jours de stage, j'apportais un peu ce que j'avais tout frais dans la tête à Catherine, et inversement, elle m'a apporté son expérience. Donc cet échange-là, il est super, c'est ça qui fait avancer. On n'est pas là pour, je pense qu'on est là pour recevoir, pas tant de savoir que ça au final, mais de l'expérience. Et parfois, on peut apporter ce retour parce qu'on est tout frais sorti de la fac, parce qu'on utilise encore des moteurs de recherche comme PubMed, voilà, et on peut avoir du savoir tout frais à apporter des recommandations toutes fraîches que les médecins n'ont pas forcément le temps de renouveler, quoi. Soit quoi, je crois, c'est déjà change-toi toi-même, quoi. Et puis après, tu verras bien comment les autres réagissent. Pousser chaque individu à se poser en position de chercheur pour trouver lui-même des solutions, monter en compétences à titre individuel et ensuite partager ces compétences-là. Et voilà. Et faire évoluer. Et de faire, alors après, de faire évoluer les pratiques, de faire évoluer l'ensemble du groupe. C'est pour ça que le point de vue, il y a des moments que je déteste, c'est quand on me dit je vais poser une question bête. Non, des fois j'ai des collaboratrices qui me disent je vais poser une question, mais peut-être que ça va vous paraître bête. Non, aucune question n'est bête, au contraire. Ah, moi, s'il n'y a pas quelque chose de dynamique, quelque chose qui me fait bouger, qui me fait sortir de ma zone de confort, je vais rester dans ma zone de confort. Donc moi, j'ai besoin aussi d'être stimulée. Un cours comme celui que vous êtes en train de mettre en place est stimulant. Même si, voilà, il faut que je sorte de ma zone de confort. Moi, il fait sortir de mon hôpital, déjà rien que ça c'est quelque chose. Mais oui, diversifier, créer, pour moi, il faut bien connaître les bases. Une fois que je connais bien les bases,
que j'ai été vérifier les bases du métier de l'autre, eh bien, je peux commencer à co-créer, à mon avis, avec lui. Disons que si je prends l'exemple d'Octobre Rose que l'on a pris, même si je suis une des personnes qui porte ce projet, hein, mais bon, c'est pas toute seule. Hein, c'est aussi avec les infirmières des services, avec aussi beaucoup, on travaille avec le comité d'entreprise de la clinique qui participe. Donc on ne peut pas faire les uns sans les autres, quoi. Et avec tous les salariés de la clinique, par exemple au niveau de service restauration, ils ont demandé à participer à Octobre Rose aussi. Donc on les implique en fonction aussi de leurs demandes. On les sollicite et on répond à leurs demandes de participation. Où est-ce que nos employés, nos collaborateurs sont rendus pour que nous, comme institution, on puisse s'adapter? Donc un exemple concret, c'est que cette année, on aimerait mesurer une auto-évaluation de nos collaborateurs en matière de créativité et d'innovation. Ils sont rendus où? Quels sont les facteurs qui les font? Est-ce qu'ils veulent vraiment? Est-ce qu'ils ont plus un volet créativité et innovation? Est-ce qu'ils ont plus un rôle de production? Et pour ceux qui sont créatifs et innovants, comment mieux les accompagner? Donc, comment adapter le cadre en fonction de leurs besoins? Donc ça, c'est comme 2 exemples concrets de comment on peut amener le cadre à évoluer. Et moi, je dis toujours qu'on déploie un processus, lorsqu'on déploie une façon de faire, il est hyper important, comme dans les soins, de toujours évaluer ce qu'on met en place. La mesure de bénéfice et de la valeur et de l'impact est essentielle. Et souvent, on néglige cette partie-là. Je ne vois pas comment on pourrait faire autrement dans l'absolu. À partir du moment où ils se sont réunis pour faire avancer les choses, une fois que tu as mis tout en place, que tu as planifié, si tu ne faisais pas, ce serait quand même particulier. Ça voudrait dire que vraiment tu n'étais là que pour... voilà. Là que pour discuter, te raconter encore la 3e histoire, la 10e ou la 15e histoire. Donc il me semble logique qu'on fasse. Mais alors dans cette action, comment s'opère à la fois le faire, le retour, l'évaluation, comment est-ce qu'il gère finalement le résultat? Le collectif, quand on monte un projet de groupe, sans le collectif, on ne peut pas y arriver, donc c'est phare, c'est évident. Et la remise en question, le progrès continu, il n'y a que comme ça qu'on progresse et qu'on peut adapter au fil de l'eau son projet et qui va continuer à vivre au long cours. Si on ne fait pas ça, à un moment, ça s'arrêtera. Si on veut être dans cette démarche de progrès continu, de feedback, il faut se nourrir à la fois en interne, mais aussi en externe, se confronter à un regard extérieur. Donc ça vient effectivement par les patients, par les retours des patients, mais aussi notamment se faire accompagner par des gens expérimentés. C'est pour ça qu'on a mis en place un comité stratégique senior qui est consultatif, mais de gens qui sont externes à l'organisation, qu'on réunit 3 ou 4 fois par an pour discuter avec eux de nos grands sujets stratégiques et qui vont nous donner un regard externe sur notre manière de fonctionner, sur notre manière de résoudre les problèmes. Et on en ressort toujours avec des nouvelles idées, du recul. Et je pense que c'est extrêmement important de prendre ce recul, parce que sinon on finit par tourner en boucle juste entre nous. Donc il faut se faire alimenter par l'extérieur. Tout est un peu particulier chez nous, c'est-à-dire qu'on s'inspire de choses existantes, mais à chaque fois c'est reformaté à notre façon de faire. C'est-à-dire chez nous c'est la politique du oui pourquoi pas, pour tout. Donc quelqu'un a une idée, on ne dit jamais non de principe. Cette idée, elle va aboutir à quoi? Elle sert qui? Elle a besoin de quoi? Bon, ben on tente. Ça marche, tant mieux, on l'aide. Si ça ne marche pas, ben on aura essayé. On ne pourra pas se dire on n'a pas essayé. Bon, il y a eu quelques petites tensions, mais ça c'est oui. Après, quand vous avez le discours qui passe et quand vous savez après que là-haut dans les services, on a un retour auprès des patients qui disent que c'est bon, qu'on aime, qu'on a une reconnaissance, c'est vite acquis. Mais il faut constamment le travailler. Constamment le travailler parce qu'il ne faut pas qu'on dorme sur nos lauriers parce que le courrier des patients, ce qui est normal, peut revenir un mois après en disant c'est pas bon, quoi. Et donc partant de là, voilà, il faut constamment travailler, mais c'est en ayant avec des projets comme ça, comme le toit, comme Monsieur Bras, comme des petites choses comme ça, qui font qu'on est toujours dans la dynamique. Il faut être assez tolérant déjà avec soi-même, se dire que on va faire des erreurs. C'est même extrêmement souhaitable. Alors,
pas forcément d'un point de vue médical, c'est-à-dire on ne va pas se planter de médicaments dans le cadre d'une dispensation, on va essayer de ne pas se planter quand on fait un diagnostic, effectivement. Mais en termes d'innovation organisationnelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va changer notre mode d'exercice, changer notre organisation, changer notre manière de partager l'information, changer notre manière de la structurer, harmoniser des pratiques pour avoir une cohérence, et ensuite utiliser cette cohérence à des fins plus stratégiques. Après, il y a des choses qui ont bien marché. Par exemple, on avait réfléchi à faire des préconsultations avec un assistant médical qui pourrait commencer la consultation pendant que le médecin finira la consultation avec un autre patient, ce qu'on voit parfois à l'hôpital. Et on a fait des tests, on s'est lancé, on a essayé de calculer combien de temps ça prenait, on a fait des tests avec les assistants, les patients, les médecins, et on s'est rendu compte que ça ne nous fait pas vraiment gagner beaucoup de temps, c'était complexe en organisation et que pour la relation médecin-patient, c'était pas forcément optimal non plus. Donc on a fait un certain nombre de tests, on s'est rendu compte que ça fonctionnait pas, on a laissé tomber après on a réfléchi, qu'est-ce qu'il aurait fallu changer si le système était organisé différemment, peut-être qu'on pourrait le faire, mais aujourd'hui c'est une solution qu'on n'a pas retenue parce que ça ne marche pas. Le projet n'est pas complètement abandonné. Le projet n'est pas complètement abandonné parce que les choses changent, que le ministère veut payer des assistants médicaux, ils essayent de pousser justement à faire ce type d'expérimentation. Donc on y réfléchit, on va voir si les choses changent, peut-être qu'on pourra le faire. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Mais bon, on expérimente et on essaie et on voit bien comment ça se passe. You might have heard or know, we work within Buurtzorg with self-organized teams. So teams are responsible for the whole process. And what we do as coach, but also the back office, is that we support the teams. Actually, I always think our teams are our clients, and we are there to support them. And as a coach, more specific, in the whole, a team is always a process, also an organic growth that every team will develop itself. And we as coach will always coach in this process. Apprendre pour apprendre devrait être une stratégie de l'organisation. Et donc, c'est pas pour rien qu'on a mis en place l'école d'intelligence artificielle en santé, une école de gestion contextualisée pour les gestionnaires, un programme de gestion des talents. Donc, comment amener notre organisation et l'ensemble de ses employés à apprendre? Comment on apprend pour apprendre? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que chacun de nos employés se dise, est-ce que je suis rendu là dans mon développement professionnel et de carrière et professionnel, de quoi j'ai besoin pour apprendre, pour aller à un autre niveau, et comment que nous, comme institution, on va personnaliser l'apprenant, la stratégie d'apprentissage. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille de façon continue, puis on a mis en place des écoles pour pouvoir soutenir. Nous avons, par exemple, un journal club interdisciplinaire où tout le monde présente des articles, alors pas que les médecins, en effet, c'est la majorité. C'est les infirmières parce qu'elles sont plus nombreuses, mais aussi les psychologues et d'autres personnes présentent des articles liés à la clinique. Et la dernière question est quel pourrait être l'impact de cet article sur notre pratique clinique? Et selon la réponse, on met en place des GT ou on change quelque chose. Mais c'est les personnes qui choisissent leur article en fonction de ce qu'ils voudraient amener à cet espace de discussion. Alors, pour moi, c'est... Je pense que j'ai appris assez tard dans mes études à apprendre. C'est venu assez tardivement, mais c'est venu. Et pour moi, c'est riche, en fait. C'est ce qui fait aussi que j'ai envie de venir travailler. C'est que je sais que je suis en train d'apprendre des choses. Puis que ce dont j'étais convaincue il y a 2 ans, en fait, maintenant, je me dis, finalement, peut-être pas tant que ça, quoi. Enfin, et ça me permet d'évoluer, puis de me sentir en vie, puis de ne pas avoir l'impression d'être un robot psychologue qui fait son métier parce qu'elle a été programmée de telle manière, et puis de me laisser aussi un peu imprégnée par ce qui se passe sans que ça m'envahisse, mais que la clinique, les rencontres, elles viennent aussi tout d'un coup m'inviter à penser les choses un peu différemment, quoi. Mais après, c'est pas tout simple. Enfin, il y a plein de situations où je trouve que c'est tout à fait inconfortable de ne pas savoir, quoi. Et que je préfère ne pas considérer le fait que je ne suis pas au courant, je ne suis pas compétente, parce que... I think all the important topics has been
But I think what's important is, and certainly for young people, if you develop your worldview, if you think what's possible, so not what is impossible, but what is possible, then try to unlearn everything you learned about organizational structures. Learn about what does it mean to build professional, good, trustful relationships. I think that's the most important thing, and it doesn't matter if it's about healthcare, if it's about schools, it's about other industries. When we build on this, I think we create a lot more energy, a lot more engagement, a lot more positive results